CRTV, notre partenaire média. Il est 19h30, c'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité, comme dans de nombreux quartiers périphériques de la ville de Pointe-Noire, le quartier Lucie Pilonne est en proie à plusieurs difficultés. Des difficultés à découvrir dans ce journal. Puis l'Organisation mondiale de la Santé Afrique a un nouveau directeur. Il s'agit du Dr Faustin Englebert Dougoulilé. Enfin, premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF. Le représentant congolais Las Otoyo a obtenu son ticket pour le deuxième tour hier mercredi à Brazzaville. C'était face au FC 15 de Agosto. Mais tout d'abord, les médias, souvent incompris dans le rôle qui est le leur, donc dans leur participation au bien-être des sociétés, surtout par les politiques. Mais à l'occasion de la 6e édition de la coopération médiatique Chine-Afrique, Thierry Lesin Mungala, ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a dit des médias être des éveilleurs de conscience et des guides pour le citoyen. Moueti Tivongo en parle dans ce papier que je vous propose de suivre. Les médias sont des éveilleurs de conscience et des guides pour le citoyen. Cette assertion n'est pas de moi, mais est du ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Thierry Lesin Mungala, déclaré à la faveur de la 6e édition du Forum sur la coopération médiatique Chine-Afrique au nom des pays africains. Oui, monsieur le ministre l'a dit à juste titre, car dans leur rôle professionnel d'informer le public sur les actes contre loi et contre nature que posent les citoyens tels qu'ils soient à tous les niveaux de responsabilité dans la société, les professionnels de l'information, œuvrant dans les médias écrits, audiovisuels, radiophoniques et en ligne, jouent justement leur partition pour éveiller la conscience citoyenne et étatique, mais aussi servir de guide pour canaliser les comportements dans le vécu citoyen et dans la gestion des affaires publiques. Ce, conformément au traitement libre et équilibré, objectif et impartial de l'information, ici considéré comme un bien public au même titre que toutes les autres infrastructures publiques. Compris comme ça, la liberté de la presse devrait être le leitmotiv des gouvernants à travers le monde pour que rien, alors là rien, ne vienne à biaiser le rôle fondamental des journalistes, ces voix des sans-voix. Malheureusement, nombre des chevaliers de la plume et du micro ont vendu leurs droits de naissance. En effet, leur pouvoir, à vil prix d'ailleurs, converti en griots ou en propagandistes des politiques, désorientant ainsi la citoyenneté non sans conséquences socio-économiques. Lorsqu'on sait que les décideurs devraient se servir en bonne partie des reportages informationnels, des reporters pour l'élaboration des politiques publiques réalistes et sur mesure, propres à construire les nations et consolider la paix sociale. Nombreux sont aussi ceux des citoyens qui sont en train de ternir la belle image des médias sociaux en pensant que faire le buzz en postant une image ou en relayant une rumeur ou encore en alimentant des fake news, c'est devenir journaliste. Chers internautes, désolé, l'information se collecte, se vérifie au niveau des sources ou par rapport aux normes
qui régule la vie en société, se traite et se diffuse conformément à la science journalistique pour le plus grand bonheur du public qui jouit du droit d'être informé. Éveiller une conscience et guider des esprits pour les citoyenniser, loin d'être une affaire de monsieur tout le monde, est un sacerdoce propre aux professionnels de l'information. Et je vous le disais au sommaire de ce journal, le transport à Louessy est un véritable calvaire à cause des difficultés liées au mauvais état de la route. Notre équipe de reportage a fait le voyage dans ce quartier périphérique. Suivez. C'est un voyage de plus de 5 km entre Patra et le terminus de Louessy-Motopamba que nous avons effectué ce jeudi 29 août dans un véhicule van de transport marchandises reconverti pour la circonstance à cause de la voie qui n'est pas d'accès facile. Ce passager de Louessy déplore les conditions de transport dans ce grand quartier. Les premières difficultés, ce sont les routes ne sont pas en bon état. La première des choses, ce sont les routes. Et puis la deuxième des choses, nous n'avons pas le courant. L'eau, c'est tout un calvaire. Vous voyez la façon dont nous voyageons dans des conditions acrobatiques. Si par exemple les routes étaient vraiment bien entretenues, on va voyager dans des bonnes conditions. C'est un quartier qui prend de l'ampleur, sans que les autres ne le savent. Donc si l'État peut nous venir en appoint, surtout sur les routes surtout, vous voyez, c'est tout un voyage, vous voyez vous-même, c'est un voyage qu'on a fait. Alors, de l'autre côté là-bas, depuis 8, si on avait par exemple fait le pont là, en un temps record, nous sommes arrivés à Louessy. Vous voyez un peu le contour qu'on a fait. L'hôpital de Patra jusqu'ici, ça nous prend des heures. Au fur et à mesure que nous gagnons les profondeurs du quartier Louessy, les arrêts se succèdent et les passagers sont déposés avec leurs marchandises. Au terminus de Motopamba, cette citoyenne affirme que la détresse des habitants s'accentue pendant la saison des pluies. On a beaucoup de difficultés sur des problèmes de transport, surtout lorsqu'il pleut. Les moments de la pluie, nous avons vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup de gens se mettent ici, là, on attend les transports. À des fois d'urgence, des gens, disons, de maladies. Mais on attend les transports, on ne vient pas. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Et si tu veux bien sortir du moment des pluies, tu dois sortir la route de 8. Mais la route aussi de 8, là, à des fois, au moment de la pluie, l'eau se remplit. Donc, tu ne peux pas passer. Il n'y a pas moyen de passer. Notons qu'il s'agit là d'un enclavement qui ne dit pas son nom. Le seul souhait des populations est l'aménagement des voies d'accès dans cette partie de la ville océane. Un calvaire, bien évidemment, vécu aussi par nos reporters. Restons toujours dans le même environnement pour dire que le raccourci qui relie le quartier Louessy au quartier kilomètre 10 manque de passerelles modernes pour supporter le passage des véhicules. Toutefois, il faut débourser 50 francs CFA pour traverser de l'autre côté, vice-versa. Jérémy Bakwa. Cette passerelle de fortune installée sur la rivière Patra par des particuliers représente le point d'accès le plus proche pour passer de Louessy au quartier kilomètre 10. Fabriqué grâce à l'ingéniosité des jeunes du quartier, ce pont permet aux habitants de deux quartiers de se fréquenter à pied ou à moto, moyennant 50 francs CFA le passage. Le manque d'un ouvrage moderne sur la rivière Patra est la cause de conséquences parfois dramatiques selon cette dame qui garde un mauvais souvenir à cet endroit où deux jeunes filles victimes d'éclampsie ont trouvé la mort faute d'accès. Cet habitant lance un cri d'alarme. Il faut passer dans les Jakarta. Les gens qui ont de l'argent peuvent continuer par là. Ça coûte cher, 400. Ça coûte 400. C'est beaucoup d'argent. Si le gouvernement pensait à ce peuple-là, qui parfois vote un peu et vote aussi, il faut penser à tout ça, à cela. Et ayez pitié du peuple quand même. Nous sommes un peuple comme ailleurs là-bas. Ici, là, on est négligé. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait à Louessy pour qu'on soit maltraité? Qu'est-ce que nous avons fait à Louessy pour que nous soyons maltraités? Je le répète même 3 fois. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on pense à nous. Nous sommes tous des gens. On est tous un peuple comme les autres. C'est pas bien. Donc, essayez de voir ce problème-là, le gouvernement. Signalons que c'est depuis 2006 que ce passage rapide manque de pont pour l'accès facile des personnes et des véhicules entre les deux quartiers. Et revenons aussi sur les difficultés qu'endurent les habitants du CQ 519, aussi appelé quartier Obambi-Montagne, avec l'avancée spectaculaire des ravins dans la zone 5. Plus de précisions dans ce reportage. Avec un seul accès en véhicule ou autre moyen de transport,
Le CQ 519, dit quartier aux Bambi Montagne, présente un air de nouvelle cité aussi bien habitée depuis 2008 pour les premiers occupants. Seulement, cette cité difficile à accéder lutte contre l'avancée extraordinaire des ravins, comme l'explique le chef de zone 5, Maurice Manguila. Nous avons les eaux qui reviennent, qui quittent depuis BGFI Bank vers le péage, qui dégouline ici par le manque de conduite, c'est pas canalisé et ça vient en masse, arriver avant la gendarmerie, juste avant la gendarmerie, ça se remplit à une cuvette là. Et une fois que c'est plein, ça se déverse par ici. Nous nous plions en quatre pour que ce que nous avons eu avec difficulté, qu'on puisse conserver. Et pour ce faire, il faudrait que ce ravin s'arrête. Mais pour l'arrêter, nous, la population, nous n'avons pas assez de moyens. C'est tellement costaud. Nous avons même essayé une fois, on a cotisé, on a eu de l'argent. On s'est dit, bon, en mettant une bâche, ça pourra arrêter l'avancée. Malheureusement, juste un jour après, le deuxième jour, il y a eu une grande pluie, celle de janvier, qui a entraîné le béton que nous avons mis, la bâche et tout. Un autre habitant évoque l'aspect de l'éclairage public. Or, si on fait des lampadaires là, vraiment, il y aura une plus de sécurité. Comme il n'y a plus de lampadaires, des lampadaires sauter ce don, on peut mettre une lumière, c'est là. Il faut aller au fond là-bas. Par exemple, dans cette grande avenue là, il n'y a plus de lampadaires. Toutefois, l'accès à l'eau reste l'apanage des forages. Néanmoins, l'alimentation en électricité est résolue. Nous avons les forages un peu partout. C'est toute la ville, hein. Il n'y a pas l'eau potable dans la ville. Ici, là, c'est un problème de la route d'occasion pour revenir ici. Là. Bon, le courant, ça va. Le regard des autorités envers ce quartier dit aux Bambi Montagne demeure la prière de ses habitants qui perdent tout de même peu à peu espoir. Autre actualité, toujours à Pointe-Noire, la délocalisation des vendeurs d'agrégats occupant l'espace du marché de Vindoulou va s'opérer avec l'aide de Madame le maire de la ville de Pointe-Noire. Plus de précisions avec Jérémy Bakwa. Après le déguerpissement des vendeurs à la sauvette au marché Tister il y a quelques jours, le collectif de vendeurs de sable et gravier du quartier Vindoulou, occupant l'espace réservé pour la construction du marché moderne de ce quartier, avait été avisé par la mairie de Mongompuku de libérer cet espace public. Justement, le passage du maire de la ville sur les lieux a permis à ce collectif de trouver gain de cause puisqu'ils partiront exercer leur activité dans un endroit qui leur est indiqué. C'est un terrain réservé à l'État. L'État devait ériger un marché moderne ici, dans ce site. Le moment venu, lorsque l'État va s'engager pour les travaux, le moment venu, nous allons partir d'ici pour aller ailleurs. Effectivement, nous avons eu un accord précis avec Madame le maire. Elle a été sur le terrain. Et pour Madame le maire, elle souhaitait d'ailleurs qu'elle puisse nous accompagner, n'est-ce pas, à aménager là où nous irons et prendre les mêmes graviers, aller déposer là-bas. On avait trouvé un accord tout à fait correct avec Madame le maire. Une dimension pédagogique qui permet aux jeunes acteurs économiques qui quitteront le domaine public de la meilleure manière possible sans accroc ni brutalité. Et puis, telle époque, tel modèle de construction. À Pointe-Noire, les modèles des maisons peuvent nous servir de repère dans le temps, selon que les murs soient en gravillon, en carreau ou en plaque de granit. Suivez plutôt ce commentaire. Différents modèles de construction de maisons dans la ville de Pointe-Noire ont traversé le temps. Ils correspondent à telle ou telle époque liée à l'évolution de la ville et au progrès architectural. Tenez, dans les années 70 et 80, a été observée la construction des maisons avec des murs protégés par l'enduit gravillonné. Des maisons facilement repérables à l'OCH, au quartier Mboukou ou à Komapon et qui gardent toujours leur aspect esthétique malgré le poids de l'âge. Vers 1990, le modèle de maison aux murs à enduit multicouches ont été à la mode. Beaucoup de bâtisses ont été construites dans les quartiers avec une harmonisation d'enduit multicouches entre les murs de la maison
et le mur de clôture. Dans les années 2000, le parement de mur a véritablement changé avec le carrelage extérieur. Des bâtisses en étage et des maisons sur pied ont adopté ce type d'esthétique à la mode aujourd'hui. Cependant, à côté de cette évolution de modèle de construction, les Congolais reviennent quelques années en arrière avec cette fois-ci le parement de mur en pierre granite. Ce modèle qui revient en force est peut-être la tendance du moment qui détournera les carreaux avant 2030. Et puis abordons le dernier virage de notre journal. Le docteur Faustin Englebert Ndungulile a été désigné nouveau directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. C'était lors de la 74e session du comité régional à Brazzaville. Jasmine Bemap nous en dit long. Le docteur Faustin Englebert Ndungulile de la Tanzanie a été élu directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région africaine, succédant à l'Adré Matshidiso Moeti, qui a dirigé le bureau pendant 10 ans, soit 2 mandats de 5 ans. Son élection a eu lieu lors de la 74e session du comité régional de l'OMS réuni à Brazzaville, au Congo, où les États membres l'ont choisi parmi plusieurs candidats, dont le Dr Boureima Hamasambo de la République démocratique du Congo, le Dr Ibrahima Sosefol qui a représenté le Sénégal et le Dr Richard Mihigo qui est du Rwanda. Cette transition marque un tournant important pour l'OMS Afrique, avec l'espoir d'une nouvelle dynamique dans la gestion de la santé publique sur le continent. Nous osons croire que le nouveau locataire du bureau OMS Afrique relèvera les défis sanitaires auxquels le continent est confronté, tels que l'ampleur des épidémies et l'obtention des brevets pour les scientifiques africains en vue de la fabrication des vaccins Made in Africa. Enfin, sport, le représentant congolais en Coupe de la Confédération CAF, Las Otoyo, continuera son aventure dans la compétition. Une suite acquise grâce à leur qualification obtenue hier mercredi à Brazzaville, après avoir battu en match retour du premier tour préliminaire le Football Club 15 Agosto sur le score de 2-1. Suivez. Mission accomplie pour Otoyo au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF après sa victoire 2-1 sur le FC 15 Agosto. Quand vous arrivez dans une équipe comme ça et que c'est un peu difficile pour tous se qualifier de cette manière-là, parce que souvent éliminé. Donc c'est un bilan qui commence déjà bien, il est positif. Et il fallait d'abord se qualifier, maintenant de voir comment nous pouvons négocier le prochain tour. Qualification obtenue dans la douleur puisque menés, les joueurs du coach Ngachono sont d'abord revenus à la marque sur penalty, puis doublé le score en fin de match. Quand on prend le premier but, et tout le monde a eu peur, mais je disais déjà, je crois que vous étiez ici, je disais que tout peut arriver. Le souhait pour nous était de marquer en premier. Maintenant, tout peut arriver, eux ils marquaient, il fallait rester tranquille, n'est-ce pas, sur le plan mental, et repartir. Donc, mobiliser les enfants mentalement, je pense que c'est ce que nous avons fait. On a égalisé, et ensuite, on a marqué le deuxième but. Prochain adversaire d'Otoyo pour le deuxième tour, les Mozambicains des Black Bulls, dont le match aller se jouera à l'extérieur et le retour à domicile. Et c'est par ici que nous marquons la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi, particulièrement tous nos téléspectateurs de Dolisie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain vendredi. MCR TV, notre partenaire média.